le mieux de moi-même dans ces cas-là, je crois que c'est... À minuit précis, dans une maison figée dans un silence presque irréel, Brigitte Bardot a murmuré « piou piou ». Puis plus rien. Pas de médecin, pas de caméra, pas de témoin. Une légende mondiale qui choisit de disparaître comme une ombre, laissant la France sous le choc. Pourquoi ce départ secret? Que cachait-elle derrière ce souffle brisé? Et surtout, que signifie ce mot intime que personne n'avait jamais entendu? La vérité qui suit est plus bouleversante que tout ce que vous imaginez. Pendant des années, personne n'a réellement compris comment Brigitte Bardot avait pu passer de la lumière aveuglante des projecteurs à l'ombre volontaire d'une vie recluse. Mais pour saisir la force de ce basculement, il faut revenir à l'origine, à cette enfance qui semblait dorée aux yeux du monde, mais qui, en réalité, se révélait une cage d'exigences et de silence. Née dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, elle grandit dans un univers où tout était contrôle, perfection, retenue, un environnement où l'on apprenait aux enfants à se tenir droit avant même d'apprendre à rire. Sa mère, élégante et raffinée, voulait en faire une jeune fille irréprochable, tandis que son père, industriel sévère, ne tolérait ni faiblesse ni fantaisie. Très tôt, Brigitte comprit que montrer une émotion était presque un acte de rébellion, et ce carcan moral façonna chez elle une vulnérabilité profonde, que les caméras révéleraient acquis plus tard sans jamais en comprendre l'origine. À 7 ans seulement, sa grâce naturelle attire l'attention des professeurs de danse classique, qui voient en elle une intensité hors du commun, un mélange étrange d'innocence et de feu intérieur. Mais ce don n'était pas seulement admiré, il était observé, scruté, transformé en performance permanente. Là où une enfant aurait dû jouer, elle devait se taire, travailler, plaire. Et c'est précisément dans ce climat de rigueur qu'elle développa ce besoin farouche d'évasion. Ce désir presque animal de liberté, celui-là même qui guidera ses choix les plus radicaux dans les décennies suivantes. À 14 ans, quand elle pose pour Jardin des Modes, la France découvre ce visage fascinant, ce regard à la fois doux et provocateur qui semble défier le monde sans le vouloir. 2 ans plus tard, elle apparaît déjà en couverture de Elle, et la machine s'emballe. Ce qui pour une adolescente aurait dû être un jeu devient un destin tracé, implacable, irrésistible. Mais le choc profond dans sa vie survient à 15 ans lorsqu'elle rencontre Roger Vadim, un jeune homme plus âgé, charismatique, libre, tout ce que sa famille redoutait. Entre eux naît un attachement immédiat, électrique, presque dangereux. Vadim voit en elle ce que personne n'avait osé nommer. Une beauté qui n'appartenait déjà plus à l'enfance et qui, mal dirigée, pouvait brûler tout un monde. Contre la volonté de ses parents, elle l'aime avec l'abandon de ceux qu'on a trop contenus. Et à 18 ans, elle fait son premier acte de rupture avec le système familial. Elle l'épouse. À partir de là, tout s'accélère. Bardot n'est plus une adolescente. Elle devient un mythe naissant, mais un mythe que l'on façonne à sa place. Derrière l'image éclatante de la jeune épouse, derrière les studios, les magazines, les flashs qui crépitent, un malaise grandit en elle, silencieux mais violent. Elle sent qu'on lui vole sa vie pour fabriquer un symbole, une silhouette, un fantasme. Vadim, très tôt, la filme comme on filme une découverte précieuse, mais cette attention constante devient un piège. Bardot dira plus tard qu'elle avait l'impression d'être un animal enfermé dans une cage en or, admiré mais jamais compris. Cette phrase, prononcée bien après sa retraite, prend une résonance particulière lorsqu'on observe les premières années de sa carrière, où chaque décision semblait prise pour elle et non par elle. Plus les studios la réclamaient, plus elle souffrait d'être dépossédée de son intimité, et ce paradoxe, être désirée par le monde entier mais incapable de se désirer elle-même, allait devenir le fil rouge de sa vie. Ses proches racontent que, dès cette époque, elle cherchait des moments de solitude presque désespérés, fuyant les soirées, les mondanités, les équipes de tournage envahissantes, préférant se retrouver au bord de la mer, les pieds dans le sable, loin de la frénésie qui grandissait autour d'elle. Ce besoin de silence, d'espace, de simplicité, n'était pas une fantaisie de star capricieuse, mais la réaction instinctive d'une jeune femme qui sentait déjà que le monde allait la dévorer si elle ne posait pas ses propres limites. Pourtant, le destin, lui, n'avait aucune intention de ralentir. À 22 ans, et Dieu. Créa la femme explose sur les écrans et transforme Bardot en phénomène mondial.
Et c'est ici que l'histoire bascule véritablement. La France croit voir l'ascension d'une déesse, mais derrière les portes closes, c'est la naissance d'une fracture intérieure. La jeune Brigitte, celle qui rêvait seulement de tranquillité et de danse, se dissout peu à peu dans la figure publique qu'on élève au rang d'idole. Chaque sourire devient une obligation, chaque silence une provocation, chaque sortie un événement scruté, commenté, déformé. Bardot, encore si jeune, découvre qu'elle ne peut plus exister sans être observée, et cette prise de conscience déchirante va alimenter toutes les décisions extrêmes qu'elle prendra plus tard. Car ce que le public prenait pour de la liberté insolente n'était en réalité qu'un immense appel à l'air, une tentative désespérée de reprendre possession de son propre souffle. C'est ce souffle-là, ce souffle privé qu'elle tentera de protéger jusqu'au bout, et que le monde n'entendra finalement qu'une seule fois, dans un murmure devenu légendaire. Piou, piou. À mesure que la célébrité de Brigitte Bardot grandissait, un autre phénomène plus discret mais tout aussi puissant se formait en elle, la sensation que sa propre existence lui échappait. Le monde entier croyait assister à l'ascension irrésistible d'une icône, mais Bardot, elle, vivait cette période comme un vertige permanent où chaque geste devenait un spectacle et chaque émotion un danger. Les plateaux de tournage, qui pour d'autres acteurs représentaient un terrain de jeu, se transformaient pour elle en arène où elle devait constamment se défendre contre les regards, les attentes, les désirs projetés sur elle. Elle détestait les heures de maquillage, les répétitions interminables, les interviews où l'on posait toujours les mêmes questions. Mais ce qu'elle détestait encore plus, c'était de sentir que son visage, son corps, sa voix n'étaient plus les siens. Dans les années 60, alors que le mépris de Godard l'immortalise à jamais, elle confie à un ami proche « On ne me parle jamais comme à une femme, seulement comme à une image ». Cette phrase, loin d'être une plainte superficielle, révèle le gouffre qui s'ouvrait déjà sous ses pas. Car à ce moment précis, alors que tout le monde rêvait d'être à sa place, Bardot songeait déjà à s'enfuir. Elle n'en avait pas encore la force, mais l'idée d'un départ, d'une rupture radicale, germait doucement dans son esprit. Plus sa notoriété augmentait, plus sa solitude devenait écrasante. Chaque relation amoureuse était disséquée par les journaux. Chaque déplacement suivi par des meutes de photographes qui allaient un saut jusqu'à grimper aux arbres ou se cacher dans des bateaux pour saisir un cliché. La presse inventait des liaisons, gonflait des disputes, transformait des sourires en scandales et des silences en aveux. Bardot disait qu'elle vivait sous un ciel de verre, visible de tous mais incapable de se protéger. Dans cette époque où rien n'était numérique, elle subissait malgré tout une forme primitive et brutale de harcèlement médiatique. Les paparazzis la poursuivaient sans relâche, certains allant jusqu'à briser des clôtures ou corrompre des employés pour obtenir des informations sur sa vie privée. Ce climat incessant de surveillance finit par provoquer chez elle une forme d'hypersensibilité presque douloureuse, un rejet viscéral de la foule, du bruit, de la lumière. Ses proches racontent qu'à certains moments, juste avant de monter sur scène ou de tourner une scène décisive, elle tremblait non pas de trac mais d'épuisement émotionnel, comme si sa peau elle-même refusait d'être encore exposée. Ce contraste entre l'icône publique et la femme privée devint de plus en plus flagrant. Bardot menait une double vie. Celle qu'on projetait sur les écrans, radieuse, insolente, libre, et celle qu'elle vivait réellement, frêle, vulnérable, cherchant désespérément un endroit où respirer sans être observée. Certains réalisateurs, même parmi les plus célèbres, témoignaient qu'elle pouvait passer du rire à un silence glacial en quelques secondes. Non par caprice, mais parce que des vagues d'angoisse l'envahissaient sans prévenir. Elle se sentait étrangère à sa propre légende. Le monde adorait Brigitte Bardot, mais elle ne savait plus qui était Brigitte. Cette fracture intérieure atteignit son point de rupture au début des années 70. Lorsque, épuisée par l'exposition médiatique et les pressions de l'industrie, elle commença à évoquer ouvertement son mal-être. Les médias, ne comprenant rien, parlèrent de « caprice de star ». Mais dans l'intimité, elle laissait entrevoir un désespoir plus profond. Ceux qui l'ont fréquentée à cette époque décrivaient une femme à la fois lucide et égarée, capable de gestes de grande tendresse, mais aussi de longues périodes de retrait où elle refusait tout contact humain. Elle disait souvent qu'elle se sentait à côté de sa propre vie, comme si le personnage public avait absorbé toute son énergie, ne laissant qu'une silhouette fatiguée derrière lui.
C'est dans cette atmosphère lourde, presque oppressante, que naquit l'idée la plus incompréhensible pour le public. Quitter le cinéma à seulement 39 ans. Beaucoup y virent une folie, un gâchis, une insulte à l'industrie qu'il avait portée au sommet. Mais pour Bardot, c'était l'acte le plus vital qu'elle ait jamais posé. Elle ne supportait plus d'être regardée, commentée, interprétée. Elle voulait redevenir invisible, retrouver la petite fille silencieuse du 16e arrondissement, celle qui rêvait simplement de danser et de s'isoler au bord de la mer. Ce désir d'effacement, loin d'être une fuite, était une survie. Et ce besoin de survie allait bientôt redessiner toute sa vie, l'amenant vers un chemin que personne n'avait prévu. Un chemin où sa voix, enfin libre, allait se tourner non plus vers les humains, mais vers ceux qui ne pouvaient pas parler, les animaux. Lorsque Brigitte Bardot claque définitivement la porte du cinéma en 1973, le monde croit à une crise passagère, un caprice, une impulsion. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est l'un des gestes les plus cohérents, les plus lucides, les plus radicaux de sa vie. À 39 ans, au sommet absolu de sa gloire, elle décide d'abandonner ce qui faisait vibrer la planète entière, comme si elle se débarrassait d'un vêtement devenu trop lourd, trop serré, trop étranger à sa peau. Elle ne laisse aucune ambiguïté. « Je ne veux plus être filmée ». Cette phrase simple et brutale agit comme un séisme. Les producteurs s'effondrent, les studios paniquent, les journaux hurlent à la folie. Comment la femme la plus filmée du monde peut-elle refuser à ce point d'être vue? Mais Bardot n'en a cure. Elle quitte Paris, quitte les plateaux, quitte les mondanités, quitte tout ce qui avait façonné son image. Elle se retire à la Madrague, sa maison face à la mer, un refuge où elle espère enfin respirer. Là, entourée de silence et de vent, elle commence une seconde vie, une vie que personne n'avait prédite. Une vie tournée vers les animaux. Ce qui n'était d'abord qu'un instinct protecteur, un réflexe de tendresse envers des êtres fragiles et sans défense, se transforme rapidement en combat. Et ce combat, elle le mène avec la même intensité qu'elle mettait jadis dans ses rôles. Mais cette fois sans maquillage, sans projecteur, sans décor. Elle vend ses bijoux, ses tableaux, sa garde-robe iconique, tout ce qui appartenait à la Brigitte Bardot star, pour financer les premiers sauvetages, les premières actions, les premiers cris de colère. Là où d'autres célébrités se contentent de prêter leur image à une cause, elle y met sa sueur, ses mains, son argent, sa voix. Elle descend dans les abattoirs, observe les chaînes d'écorchage, visite des élevages clandestins, assiste à des corridas où elle voit des chevaux éventrés et des taureaux agoniser. Chaque scène l'ampute un peu plus de son innocence, mais nourrit une détermination presque furieuse. Ce qu'elle découvre la frappe comme une vérité insoutenable. Elle a passé 20 ans à être traitée comme un objet, et les animaux vivent en cela chaque jour, sans jamais pouvoir parler. À partir de cet instant, Bardot décide que sa parole leur appartiendra. Elle écrit des lettres enflammées, interpelle des ministres, attaquant frontalement les traditions que la France croit immuables. On la traite d'extrémiste, de folle, de provocatrice. Certains l'accusent même de trahir la culture en s'opposant à la corrida. Mais Bardot, pour la première fois de sa vie, n'a plus peur d'être jugée. Elle a échappé à l'obsession des regards. Elle n'a plus rien à perdre. Son ancienne carrière lui sert désormais de bouclier. C'est parce qu'elle est Brigitte Bardot que l'on l'écoute, même pour la contredire. Elle ne cherche plus à plaire. Elle cherche à secouer, à déranger, à réveiller. Lorsqu'elle crée officiellement sa fondation en 1986, la France découvre une Bardot totalement transformée, presque méconnaissable. La star blonde devient une combattante âpre, directe, tranchante, parfois impitoyable dans ses mots. Elle attaque les chasseurs, dénonce les lobbies industriels, accuse les gouvernements de fermer les yeux sur la souffrance animale. Si sa carrière d'actrice avait été une ascension constante, sa vie de militante est une succession de tempêtes. Elle reçoit des menaces de mort, essuie des procès, s'aliène une partie du public qui ne supporte pas son franc-parler. Entre 1997 et 2008, elle est condamnée plusieurs fois pour des propos jugés provocateurs. Mais rien ne l'atteint, ou plutôt,
Tout ce qui aurait pu l'atteindre autrefois glisse désormais sur elle. La Bardot fragile des années 60 semble s'être dissoute dans une femme dure, presque sauvage, qui a fait de la confrontation son arme principale. Pourtant, derrière cette radicalité qui choque souvent, il subsiste quelque chose de l'enfant qu'elle fut. Une hypersensibilité brûlante. Ses proches racontent qu'elle pouvait être bouleversée pendant des jours par la mort d'un agneau ou la souffrance d'un chien errant. Elle pleurait seule dans sa cuisine, des larmes que le monde ne verrait jamais. Car si Bardot s'expose dans ses combats, elle s'est effacée dans sa douleur. Le public la pense dure, mais elle porte en vérité un cœur déchiré. Un cœur qui s'est senti incompris par les humains depuis l'enfance. C'est peut-être pour cela que les animaux sont devenus sa famille, sa seule fidélité, son dernier refuge. Et plus le temps passe, plus elle s'enfonce dans cette vie de solitude choisie, loin de la ville, loin des écrans, loin des foules. Une retraite que certains qualifient d'excentricité, mais qui n'est que l'aboutissement logique d'un demi-siècle de lutte intérieure. Une retraite où chaque silence en dit plus long que tous ses films réunis. Avec les années, l'isolement de Brigitte Bardot ne fait que s'accentuer, non pas comme une fuite, mais comme une forme de cohérence intérieure, un retour à ce qu'elle a toujours secrètement désiré. Une vie loin du vacarme, loin des attentes, loin de l'image qui lui collait à la peau. À mesure qu'elle renforce son engagement pour les animaux, le fossé se creuse entre elle et la société médiatique qui l'avait autrefois portée au nu. Les plateaux de télévision cessent peu à peu d'évoquer son nom. Les cérémonies oubliant de l'inviter, les magazines, jadis obsédés par son visage, le remplacent par d'autres icônes plus dociles. Mais Bardot, qui aurait souffert autrefois de cette mise à distance, l'accueille presque comme un soulagement. Elle ne veut plus être au centre. Elle veut être à l'écart. Dans sa maison de la Madrague, perchée au-dessus de la mer Méditerranée, elle vit entourée d'animaux comme d'une tribu silencieuse qui parle le seul langage qu'elle comprend encore. Celui de la confiance brute et de l'affection sans condition. Ceux qui l'approchent à cette période décrivent une femme à la fois apaisée et tourmentée, trouvant dans le calme des bêtes une paix que les humains lui ont toujours refusée, mais en même temps hantée par la conviction que le monde est devenu trop bruyant, trop rapide, trop cruel pour elle. Les années 2000 et 2010 marquent un tournant dans son rapport au public. Elle n'apparaît presque plus, refuse les photographies, décline les entretiens, n'accorde que quelques lettres ouvertes rédigées depuis son salon, où elle fustige tour à tour la chasse, la politique, l'abandon des animaux domestiques. Chaque prise de parole devient un événement car elle est rare, âpre, tranchante, presque prophétique. Sa lettre de 2023 adressée à Emmanuel Macron, où elle accuse la France d'ignorer la souffrance animale, circule comme un cri venu d'un autre temps. Un rappel brutal que Bardot, même silencieuse, demeure une voix que l'on ne peut pas éteindre. Mais derrière ces éclats publics, la réalité est plus trouble. Bardot s'éloigne de tout. Elle reçoit de moins en moins d'amis, répond à peine aux appels, parfois même à ceux de sa fondation. Certains employés racontent qu'il lui arrivait de passer des journées entières sans prononcer un mot, observant la mer depuis la fenêtre, comme si elle tentait de comprendre ce que lui murmurait ce paysage qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Ses voisins, discrets mais attentifs, notent qu'à partir de 2020, la maison semble vivre au ralenti. On ne voit presque plus Bardot dans le jardin, les volets restent souvent mi-clos, les silhouettes se déplacent en silence. On raconte même qu'un soir d'hiver, alors qu'une tempête s'abattait sur Saint-Tropez, elle serait restée des heures assise sur la véranda, un chien tremblant posé contre ses jambes, sans bouger, sans parler, comme si elle se laissait envelopper par le chaos du vent. Certains y voient un signe de fatigue profonde, d'autres une forme de méditation, un rituel intime que personne n'avait jamais observé auparavant. Ce qui est certain, c'est que Bardot se retire progressivement du monde des vivants tel qu'il se montre, mais pas de celui qu'elle ressent. Elle développe une relation presque mystique avec ses animaux, leur parlant comme à des confidents, leur confiant ses peurs, ses souvenirs, ses fatigues. Une aide ménagère affirme même qu'il lui arrivait de s'excuser auprès d'un chat d'avoir fait trop de bruit en déplaçant une chaise. Ce détail, minuscule en apparence, dit tout de la femme qu'elle était devenue. Une âme épuisée par l'humanité, mais toujours parée d'une délicatesse infinie envers ceux qui ne mentent pas.
À mesure que la société accélère, elle ralentit. À mesure que le monde crie, elle se tait. Le contraste est saisissant et renforce autour d'elle une aura de mystère presque irréel. Les fans cherchent à comprendre. Les journalistes spéculent. Les réseaux sociaux s'embrasent à chaque rumeur de maladie ou de malaise. Mais Bardot, fidèle à elle-même, n'explique rien. Elle laisse le monde parler pendant qu'elle, dans la paix crépusculaire de sa maison, semble se préparer à quelque chose. Non pas une fin tragique ou annoncée, mais une transition vers le silence absolu qu'elle a toujours rêvé d'habiter. Lentement, inexorablement, Bardot s'efface. Non pas comme une star oubliée, mais comme une femme qui, pour la première fois de sa vie, fait exactement ce qu'elle veut: disparaître. À partir de 2022, un changement presque imperceptible mais déterminant s'installe dans la vie de Brigitte Bardot. Ceux qui la côtoient encore perçoivent une fatigue nouvelle, non pas physique mais existentielle, comme si quelque chose en elle se préparait à lâcher prise. Elle n'est pas malade au sens clinique du terme. Aucun diagnostic grave n'est posé, aucune annonce officielle n'est faite, mais son entourage comprend que quelque chose se transforme. Elle parle de plus en plus du passé, de moins en moins de l'avenir, comme si le temps avait cessé d'être une ligne pour devenir un cercle qui la ramène vers l'essentiel. L'amour qu'elle a donné et celui qu'elle a reçu. Ces animaux, toujours nombreux autour d'elle, deviennent des compagnons presque spirituels. Elle les observe longuement, silencieusement, comme si elle cherchait à mémoriser leur présence avant un départ qu'elle seule semblait pressentir. Bernard Dormal, son époux, remarque que certains jours elle reste des heures immobile, la main posée sur la tête d'un chien sans dire un mot. Ce ne sont pas des gestes de tristesse, mais des gestes d'adieu cachés, discrets, presque tendres. L'idée d'une hospitalisation lui est proposée à plusieurs reprises, mais elle la refuse catégoriquement. « Je veux être chez moi », répète-t-elle. Sa maison devient alors un sanctuaire, un havre où elle organise inconsciemment sa dernière saison. Les médecins sont tenus à distance, les journalistes ne savent plus rien, les voisins ne font qu'apercevoir de temps en temps son ombre derrière un rideau. On raconte qu'un soir de printemps, elle aurait confié à une aide-soignante « Je n'ai plus de force pour le bruit du monde ». Cette phrase, jamais rendue publique, glace ceux qui la comprennent après coup. Et pourtant, malgré cette fragilité apparente, jamais elle ne perd sa lucidité. Jamais elle ne sombre dans le renoncement. Elle veut partir selon ses propres règles, comme elle a vécu. Pas de machine, pas de tube, pas d'écran, pas de regards indiscrets. Seulement le souffle de la mer, le bois qui craque, la respiration de ses animaux, et Bernard, son dernier pilier. Les jours précédant sa mort se déroulent dans un calme presque surnaturel. On l'a dit paisible, apaisé, comme si elle avait enfin trouvé cet espace intérieur qu'elle avait cherché toute sa vie. Bernard racontera plus tard qu'elle dormait beaucoup, qu'elle se réveillait parfois pour lui sourire, qu'elle mangeait peu mais ne se plaignait jamais. Elle semblait n'attendre rien, sauf un moment précis que le monde ignorait. Et ce moment arrive le 28 décembre 2025, peu après minuit. La maison est silencieuse. Bernard est à ses côtés. Bardot ouvre les yeux, pose son regard dans le sien et murmure « Piou Piou », ce surnom secret, intime, que personne ne connaissait. Puis elle referme les paupières et ne les rouvrira plus. Pas de lutte, pas de panique, pas de cri. Une fin douce, presque choisie, presque un acte d'art. Lorsque la nouvelle tombe au petit matin, la France s'arrête. Comment une femme aussi immense peut-elle partir dans un silence aussi total ? Pourquoi n'a-t-elle voulu ni adieu public, ni hommage national, ni cérémonie ? Pourquoi jusqu'au bout a-t-elle protégé sa disparition comme elle avait protégé sa vie privée ? Ce refus de mise en scène déroute, bouleverse, scandalise certains et en apaise d'autres. Mais plus les heures passent, plus l'évidence se dessine. Bardot a orchestré sa sortie avec la même intransigeance que toutes les grandes décisions de sa vie. Elle ne voulait pas d'un spectacle. Elle voulait un souffle. Un dernier souffle qu'elle seule pouvait offrir. Un souffle qui, paradoxalement, résonne plus fort que tout ce qu'elle a dit ou fait auparavant. Dans ce départ sans fracas, elle laisse la France face à un mystère, un vide immense, mais aussi un miroir.
celui d'une femme qui, après avoir été une image pour le monde entier, a choisi de redevenir simplement Brigitte, dans la paix, dans l'ombre, dans l'amour. Si l'histoire de Brigitte Bardot vous a touché, si ce souffle fragile, ce piou-piou murmuré dans la nuit, vous a ému autant que nous, alors prenons un instant pour lui offrir ce qu'elle n'a jamais vraiment reçu de son vivant. Une compréhension authentique, une tendresse sincère, un regard qui voit enfin la femme derrière l'icône. Trop souvent jugée, trop souvent déformée, Bardot n'a cherché qu'une chose, la paix. Une paix qu'elle a protégée jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre hommage, non pas avec du bruit, mais avec du cœur. Si vous avez ressenti la solitude qu'elle portait, la force de ses combats, la beauté brute de son parcours, alors soutenez cette vidéo par un like, partagez-la pour que son histoire continue de vivre, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les récits qui, comme celui-ci, cherchent à dévoiler la vérité humaine derrière les légendes. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires avec respect, profondeur et bienveillance. Laissez-nous un commentaire, dites-nous ce que vous ressentez, ce que ce destin vous inspire. Ensemble, faisons en sorte que Brigitte Bardot ne soit pas seulement un souvenir, mais une émotion qui traverse le temps.